probant, d'où les dernières pages que je vous ai accrochées concernant notre sujet. Vous avez la deuxième page au milieu, vous avez l'histoire de Sheva ben Bichri, qui lui se rebelle contre David Améler. Ça va? Est-ce que vous êtes sûr que c'est en train de filmer? Ouais. Ouais? Ok. Ça tourne? Ah bon? Et le personnage Sheva ben Bichri est celui qui avait voulu en quelque sorte lapider David. Alors David, et là c'est ce Amasa dont il est question. You have a problem? Ok. Qui est Amasa? Amasa est le général d'armée de David. David va l'envoyer contre ce bonhomme, Sheva ben Bichri. Pour quelle raison? C'est que les gens ont crié, comment dire, dans le texte en hébreu, vous l'avez, à la fin du verset 1, nous n'avons aucune part à David, chacun a ses tentes, ô Israël, c'est-à-dire qu'il est question de rébellion. Rébellion, et donc il faut réagir lorsque je suis le roi. Et face à cette rébellion, que fait David? Il demande à son général Amasa, tu as 3 jours pour rassembler les hommes et agir. Seulement Amasa est parti, les 3 jours sont passés et aucune nouvelle. Alors qui réagit? Yoav, son frère, un autre frère, et des tas de gens en armes qui servent Yoav. Et ils poursuivent, ils vont au lieu où est ce Sheva ben Bichri, et là ils voient, quand ils arrivent, Amasa s'avancer. Sans savoir d'ailleurs ce qu'a fait Amasa. Est-ce qu'il est en train de combattre, ou bien est-ce qu'il s'est rallié aux forces ennemies? Personne ne le sait. Yoav, lui, ne cherche pas, comment dit-on en français, midi à 14h. Il demande à Amasa de s'approcher, il l'attrape par la barbe, et au moment où il l'attrape contre lui, vous imaginez que Yoav a sorti sa dague, qu'il le poignarde. Le texte est encore beaucoup plus libidineux, puisqu'il nous dit que les tripes de Amasa se sont déversées à terre. C'est pour vous dire, cette violence politique, elle n'a pas laissé, et pourtant, si vous vous placiez du point de vue de Yoav, vous diriez que cette violence politique est conséquente de quoi? De rébellion, de la part de Sheva ben Bichri, du fait qu'il n'y a aucune confiance avec l'ennemi d'hier, Avner ben Ner. Dans la tête de Yoav, sa violence politique est tout à fait justifiée, car quel rôle a-t-il joué auprès de David depuis le début du règne de son oncle? Assurer la victoire, assurer le règne de David de la manière la plus probante qui soit, la plus solide qui soit. Vous imaginez comment est-ce que la démocratie maintient le pouvoir? Grâce à Dieu, grâce aux lois. Mais les lois ne sont pas seules aujourd'hui. La démocratie tient parce qu'il y a au-delà, avec la démocratie, la loi et la justice. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, le pouvoir, l'exécutif, n'a de réussite dans l'exécution du pouvoir que parce qu'il est accompagné du législatif et du juridique. Mais à cette époque-là, quel législatif? Il n'y en a pas. Quel exécutif? Il n'y en a pas. Le règne est monarchique. Et si le règne est monarchique, eh bien, il faut que des hommes de main soient là pour détenir le pouvoir. Pensez à l'époque, je ne sais pas moi, en France, François Ier, Henri IV, Louis XIV, etc. Pensez en Angleterre, en Allemagne, etc., etc. Les empires, les royaumes. Il fallait des hommes capables de maintenir la loi pour que le pouvoir reste en place. Et donc, je vous ai
ça vous fait beaucoup d'histoires à retenir, mais les noms, c'est David Shlomo, et Yoav face à Avner ben Ner, et Yoav face à Amasa ben Yeter. Avner ben Ner, général de Shaoul, qui fait, qui abandonne Shaoul pour réunir Israël sous la bannière du roi David. Yoav n'y croit pas, il le tue. Amasa, qui est général de David, part afin de régler son compte à Sheva ben Bichri, qui est en train de fomenter une révolte contre David. Amasa, selon Yoav, s'est laissé prendre. Parce qu'il a dépassé du temps qu'il lui avait donné. Oui, ça veut dire quoi chez Yoav? Ça veut dire que s'il n'est pas rentré au bout des 3 jours et n'a pas réglé la question, c'est qu'il est passé lui aussi de l'autre côté. Et pour Yoav, il est impossible que le trône de David puisse être ébranlé. En conséquence de quoi? La mort. Comme pour Avner, comme pour Amasa. Me direz-vous, pour Avner, peut-être y avait-il aussi quelque chose qui l'empêchait d'entrevoir chez Avner une possible repentance, une possible rémission de la divergence qui était la sienne avec David. Pourquoi? Parce qu'Avner avait tué son frère. Vous comprenez? La 3e page, je vous ai marqué dans le thème donc, qui est pour moi ici, dans ce que nous allons lire à la Beth Knesset Shabbat, c'est-à-dire cette Haftara de Melachim, chapitre 2, eh bien, il y a, sans aucun doute, à mon avis, une idée qui nous entreprend, celle justement de la violence politique. Alors je veux, comme d'habitude, vous permettre d'avoir une connaissance élargie des choses. Et le Tanakh est là, non seulement pour que vous connaissiez l'histoire, mais que vous connaissiez aussi la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire quelle sagesse à vivre doit nous entretenir. Et pour cela, eh bien, j'utilise un certain nombre de personnages dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être non. Aval, peu nous importe. La première chose qui est écrite ici sur votre 3e feuille, toute violence repose sur la volonté de soumettre quelqu'un contre sa volonté par le recours à la force. La violence est donc une suspension de la légalité. Toute violence repose sur la volonté de soumettre quelqu'un contre sa volonté par le recours de la force. Le soumettre. Il fallait soumettre Sheva ben Bichri. Il fallait soumettre Amasa si jamais, dans l'idée de Yoav, Amasa s'était rendu entre les mains de Sheva ben Bichri. Mais de la même manière, cette violence politique, cette violence du pouvoir, agira afin d'empêcher Avner de jouer double rôle. Et vous savez combien en politique, il est très difficile de savoir qui a gardé sa veste à l'endroit et qui a changé de veste, tourné sa veste, etc., etc. De la même manière que pour préserver le pouvoir, les services secrets de l'intérieur israélien, le Shabak, ou les services extérieurs israéliens, le Mossad, doivent être confrontés 24 heures sur 24 avec des individus dont on ne sait jamais, comment disent-ils en français, mais mettez-le contre guillemets, si c'est du lard ou du cochon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quelle est la véritable vérité. Et il faut donc jouer très finement. La plupart des penseurs, mes chers, rejettent la violence. Pour quelle raison rejeter la violence? Dites-moi sans regarder votre feuille, puisque je vous l'ai écrit. C'est pas forcément une solution. Oui, mais pourquoi? Ça met en danger. Pardon? Ça sépare plus que ça unit. Oui, c'est-à-dire que... Ça met en danger l'autre. Oui, donc la première chose que je vous ai mis en ligne ici, c'est le respect des individus. Ouais, voilà. Celui qui en parle, mais c'est juste une parenthèse, vous le voyez sur votre feuille, Jean-Paul Sartre, le philosophe Alain. Et puis vous avez des gens qui décident d'être non violents
que l'on appelle des individus pacifistes. Ceux qui vont brandir la bannière du pacifisme, de la non-violence politique, ce sont des gens comme Kant, Jacques Derrida, Emmanuel Kant, Jacques Derrida et Hannah Arendt. Je vous dirai tout à l'heure un mot sur Derrida et Hannah Arendt, on verra. Mais je veux que vous compreniez que de lire le Tanakh vous entraîne à une réflexion, encore une fois, qui touche votre quotidien, c'est-à-dire votre quotidien politique, votre quotidien social. Et puis il y a ceux qui ont soutenu, à leur manière, que la violence jouait un rôle. Alors cela s'appelle Marx, Engels. Ce sont surtout Engels, les pères de la révolution bolchevique à venir, au début du XXe siècle. Et puis vous avez Nietzsche, et puis vous avez Hegel également, qui vont soutenir que quelquefois il fallut la violence pour faire avancer la société. Auriez-vous été pacifiste le 8 mai 1944 ? Non. Vous voyez, la question est évidente. Est-ce que si vous aviez été Mahatma Gandhi, vous auriez marché pieds nus autour de la grande place, jour et nuit, ramassant des milliers, des centaines de milliers, et bientôt des milliers d'hommes pour ne pas tirer sur les Anglais qui occupaient l'Inde et qui à tout moment pouvaient décider de charger leurs fusils et d'ouvrir le feu sur ces gens qui marchaient pieds nus? C'est pas évident. Mahatma Gandhi l'a fait. Et les Anglais sont partis. Vous me direz, à Tiananmen, ce garçon qui se met devant les tanks, c'est une image d'Épinal, image magnifique. Les femmes, cette nuit-là, écrasées par les tanks, ou hachées par les balles, ou tuées par les baïonnettes. Mais c'est un contexte. Ok, bien sûr. Donc, simplement, je veux que vous sachiez, il y a ceux qui disent le respect des individus. Vous pensez bien que le soldat allemand en face de moi, c'est un individu. Oui, mais s'il coopère Il est bien évident que nous avons compris ce que je veux dire, tu as raison. Et si maintenant je veux être pacifiste, l'Allemagne m'a déclaré la guerre, prenons pour l'Allemagne, la Syrie et l'Égypte déclarent la guerre le 6 octobre 1973, nous continuons à rester dans nos synagogues parce que nous sommes des pacifistes. Bien sûr, personne ne dira « vous avez raison », parce qu'il faut réagir. Si nous n'avions pas réagi, nous ne serions pas en train de donner cours ici aujourd'hui. Et ceux qui, bien entendu, viennent et disent, du point de vue de la Hegel est celui qui va parler, je ne sais pas si vous avez fait ça en terminale, mais Hegel est quand même le père de la philosophie de l'histoire. Marx et Engels sont des idéologues de l'histoire, concernant la révolution communiste. Nietzsche est un révolutionnaire dans le sens où lui ne fait que parler. Il est le philosophe, il est le penseur, il essaye d'analyser, qu'il faille ne pas se rattacher au passé, mais n'apprendre que du passé, mais éliminer le reste, ne pas être nostalgique, ne pas être dans l'espoir de demain, pour vivre simplement dans le futur rêve, mais réaliser son présent. Alors il a un certain nombre aussi d'idées sur la philosophie de l'histoire. Vous voyez un peu plus bas, la suite, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnages que je vous ai marqués et qui sont intéressants. Par exemple, chez Hegel, eh bien vous voyez, là, il est né en 1770, il est mort en 1831, vous avez à peu près une idée de l'époque, où lui, Hegel, dans cette philosophie de l'histoire, que vous venez d'entendre lorsque j'ai dit « certains prônent la violence pour le changement et l'évolution des sociétés, et même des rapports humains, diront-ils ». Eh bien, il dit « sans opposition, la conscience ne peut parvenir à la réflexivité. L'historicité de l'existence humaine est impossible sans la violence. » Alors, bien sûr, ça peut paraître aujourd'hui.
lorsque nous sommes depuis 1945, concernant le monde occidental. L'Europe est dans une situation de paix, subjective a valu une paix quand même. Les années que nous vivons depuis les années 50, eh bien, sont des années, par rapport à la première partie du XXe siècle, eh bien, sont des années sereines totalement. Et pour lui, pour Hegel, l'existence humaine est mieux comprise en termes de lutte à mort pour la reconnaissance plutôt que de recherche en harmonie. Et vous voyez à la fin du passage sur Hegel, je vous ai mis, c'est quoi cette recherche d'harmonie qui irait contre la violence? Eh bien, vous avez écrit sur votre feuille, comme l'enseignait ou comme l'écrivait plutôt, un des moralistes que nous connaissons, enfin j'espère que vous avez entendu parler, Emmanuel Lévinas, qui est mort, né au début du siècle en Lituanie, est mort en 1995 à Paris. Il a été le directeur de l'école normale israélite orientale, l'ENIO, à Paris, et puis il était aussi professeur des universités, un des grands philosophes humains, en quelque sorte. Dire qu'il était français, oui, ben, il a vécu en France, donc il est l'un des grands philosophes. Et puis il y a, chez un personnage comme Sartre par exemple, où la violence, c'est l'existence même de l'autre. Alors que chez Lévinas, vous voyez pertinemment qu'il y a une volonté dans ses écrits de reconnaître l'autre à travers son visage, dans la nudité de son visage, parce que dans la nudité de son visage, on est capable d'y voir la souffrance, les sentiments, les émotions, c'est-à-dire de reconnaître l'autre. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que je vous avais dit concernant l'amour? L'amour, c'est lorsque l'autre rentre à la maison, de pouvoir souffrir sa souffrance ou se réjouir de sa joie sans que l'autre ait eu besoin de dire qu'il avait mal ou de dire qu'il était content.